Bonjour à tous pour ce nouveau face-à-face. Nous allons accueillir dans quelques instants Fiona Ligy, la sixième joueuse française, 104e joueuse mondiale. On va l'accueillir dans quelques instants. Fiona, si tu nous écoutes, c'est le moment de te joindre à nous. On revient dans quelques instants, on lance un petit clip et vous pourrez lui poser toutes les questions. A tout de suite. Allez ma chère Fiona, on t'attend, on t'attend. Je sais que vous êtes très impatient de la voir. Allez, n'hésitez pas hein, à nous laisser quelques commentaires, quelques messages. Bonjour à Élodie Avernon, l'une des meilleures joueuses françaises qui ne le sait pas encore, mais qui passera forcément dans ce face-à-face. Arnaud Taboni, Virginie Pironneau, bien évidemment, que des grands noms du paddle français qui nous rejoignent. Jean Scala, certainement une grande joueuse également. Ah, bah voilà. Enfin, D- Salut Sénat. désolée du retard. Ça Ah, va? venons, tu es tout pardonné évidemment. Bon, ça va. Bah, d'abord, Fiona, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, bah, écoute, on est déjà d'abord très très content de te revoir, puisque c'est vrai qu'en règle générale, on te voit sur les pistes. Là, cette fois-ci, c'est un face-à-face et on a plein de questions à te poser. Tu l'as dit, hein, tu es une personne, une joueuse discrète, mais on va essayer d'en savoir plus sur toi. D'abord, avant d'aller plus loin, comment se passe ce confinement? Que fais-tu pendant ce confinement? Où le passes-tu? Et puis, est-ce que tu te prépares pour la reprise? Alors, oui, je passe mon confinement sur Perpignan avec ma famille. Je suis revenue parce que voilà, en Espagne, c'est vrai que la situation est un peu plus compliquée. Pour ma part, il se passe assez bien. Ça va. Je fais du sport tous les jours, entre 1 heure et 2 heures. Je vois quelques amis de temps en temps. Donc, je le vis assez bien. Ça va. Est-ce que tu as un entraînement spécifique? On a eu, il y a quelques jours, un certain nombre de joueurs et de joueuses. Alors, je pense à Mélissa Martin, il y a quelques semaines. Je pense à Laura Clerc également. Euh, des joueuses qui nous disent, bah voilà, on a un programme, on fait attention, on est en train de se préparer, de nous préparer avant la reprise. On sait que quand ça va partir, ça risque de partir fort. Il va falloir surtout pas se blesser, car ça va s'enchaîner. Toi, est-ce que tu as un programme spécifique également? Alors moi, j'ai mon entraîneur de paddle qui m'envoie quelques programmes de temps en temps. Parce que moi, en fait, je devais commencer la préparation physique presque, enfin un peu avant le confinement. Voilà, ça devait démarrer là parce que ça a mis un petit peu plus de temps avant de partir. J'ai pas commencé en janvier directement. Donc, il m'envoie quelques programmes. Après, moi, j'ai aussi fait une formation sur la prépa physique, donc j'arrive à me faire pas mal de séances aussi. Donc, ça aide pas mal. Donc, avec lui, voilà, avec mon entraîneur, on essaie vraiment de combiner de nouveaux exercices. Là, on va essayer sûrement de faire aussi des vidéos, quelque chose.
Donc, ouais, ça, j'essaie je le fais sérieusement. Je le fais tous les jours parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir. Donc, c'est ça qui est difficile. Donc, on est plus Ah dans ouais. de l'entretien. Et dès qu'on aura une date à peu près, ben là, vraiment, il faudra rentrer dans une prépa un petit peu plus dure. Mais voilà, j'espère quand même que ça va pas trop durer. Tu dis entretien, alors oui, évidemment, hein, alors, on espère que les choses vont s'assouplir, hein, on le sait. Peut-être qu'il y aura un assouplissement après le 11 mai, mais bon, ça risque d'être quand même très très compliqué. On verra bien d'ici là. Tu as parlé d'entretien physique. J'ai envie de te parler paddle shadow. C'est un peu le terme à la mode, d'ailleurs on fera un article dessus prochainement. Euh, Laura et Jean-Michel Pétry nous ont parlé de visualisation, nous ont parlé d'entraînement intellectuel autour du paddle. Est-ce que toi aussi, tu t'entraînes à faire des bandeiras dans la tête? Et puis, est-ce que tu es dans ta chambre avec ta pala et puis tu t'entraînes? Non, pour ma part, je fais pas de visualisation. J'ai la chance d'avoir un petit peu d'espace, donc j'essaye de taper des coups, on va dire, hein, comme si j'étais sur le terrain. Donc, les parents m'envoient de temps en temps des balles, ils essaient de frapper, bon voilà, fort, ça dépend, pour pas envoyer chez le voisin non plus. Mais la visualisation, non, c'est pas quelque chose que je fais. Mais en revanche, c'est une très bonne idée de faire ça, et je pense que ça doit aider vraiment, vraiment pas mal. Là, à voir. Après, la chambre est petite aussi un peu, donc c'est compliqué Oui, pour jouer. Mais donc, bon, alors le paddle voisin, si je comprends bien, par moment, et puis tes parents sont mis à contribution pour ouais, que tu puisses, d'accord, très bien. on Allez, essaye de. on va maintenant parler de ton passé, très voilà, récent, hein, mais de ton passé, comment tu as pu te retrouver dans ce paddle. Tu as été, on reviendra là-dessus évidemment, aux portes de l'équipe de France de paddle. C'est un autre sujet, on en reparlera un peu plus tard. Mais d'abord, parle-nous de ton passé. Comment tu t'es retrouvée à devenir l'une des meilleures joueuses de paddle en France en l'espace de, j'ai envie de te dire, allez, 1 an, 2 ans? Alors, moi, j'ai démarré en 2016 au tennis club du Mas à Perpignan. Mon entraîneur de tennis que j'ai depuis l'âge de 6 ans, depuis que je suis toute petite, m'a dit, écoute, voilà, il y a le paddle. Je pense que tu pourrais faire quelque chose de bien sympa dans le paddle, donc viens essayer. Et les terrains de paddle là-bas étaient déjà existants depuis quelques années, mais j'avais jamais accroché, j'avais jamais joué et ça me disait pas visuellement. Il me dit, écoute, viens essayer. Donc, j'ai tapé, j'ai fait quelques balles et j'ai accroché directement. J'ai vraiment direct accroché. Donc l'année d'après, en 2017, je me suis dit, bon, ben, on va s'entraîner un petit peu de temps en temps, faire des compétitions, voilà, pour voir ce que ça donne. À la fin de l'année, je me suis dit, bon, voilà, j'ai fait pas mal de bons matchs, pas mal de belles compétitions, même si je me suis pris quelques belles pelles. Mais c'était sympa, je me suis régalée, j'avais passé une super année. Et ensuite, 2018, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus régulièrement, 2019 aussi. Et tout est parti un petit peu de l'année dernière avec Laura, parce qu'on avait fait vraiment une belle saison. Moi, je commençais à m'entraîner un petit peu plus souvent, on va dire, une fois par semaine, voire deux, grand maximum. Donc, c'est peu, mais voilà, c'était une année où je faisais mes études, donc ça me faisait beaucoup. Donc, c'est vraiment l'année dernière où, en faisant une très bonne saison, ça a été un petit peu l'élément déclencheur. Et c'est là où j'ai décidé de me lancer sur le projet, de réfléchir au projet de pourquoi pas partir en Espagne. Et c'est là qu'avec mon entraîneur, voilà, on a étudié toutes les possibilités, comment faire. Après, voilà, ça demande beaucoup de sacrifices aussi. J'aimerais bien m'entraîner. Bon, maintenant je suis en Espagne, mais voilà, les années passées, j'aurais aimé m'entraîner vraiment un petit peu plus pour augmenter mon niveau un peu plus rapidement. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps. Je ne pouvais pas faire autrement parce que mon entraîneur était là sur Perpignan que 2 fois par semaine. Ton Donc, entraîneur, je crois que c'est un espagnol, hein? voilà, mon ancien entraîneur c'était Léo, donc qui était sur Perpignan 2 jours par semaine. Oui. Donc, c'est pour ça que je m'entraînais 1 à 2 fois maximum. Au Cap, hein, Et je crois, non? au parc du Cube, voilà, on va. Et après, j'essayais de partir en Espagne tous les 15 jours, une fois tous les 15 jours. Donc, c'était assez peu, on va dire. Et je me suis dit qu'en me lançant vraiment là-dedans, en partant en Espagne, je pourrais m'entraîner beaucoup plus parce que j'ai quand même encore une marge de progression. Et je me suis dit, bon, écoute, donne-toi les moyens et file en Espagne. Donc, c'est là voilà, qu'on a essayé de construire tout ça. Et maintenant, voilà. Maintenant, Alors, bon, justement, c'était l'objet d'une prochaine question. L'Espagne. Euh, Toutes les meilleures joueuses françaises, en tout cas la majorité, comme chez les messieurs, aujourd'hui, l'objectif, c'est l'Espagne.
jouer sur le circuit professionnel. Et c'était ton ambition, tu l'avais déjà dit, je veux absolument partir en Espagne et puis tenter l'aventure. Tu l'as fait. Euh, Raconte-nous un petit peu peut-être cette période, cette transition. Est-ce que ça a été facile de partir en Espagne? Est-ce qu'on parle souvent de joueurs, de partenaires? C'est compliqué pour une Française, quand on débarque en Espagne, de trouver chaussures à son pied. Je sais que tu es aujourd'hui avec une joueuse qui n'est pas française. Tu reviendras là-dessus avec nous dans quelques instants. Com- comment ça s'est passé, la transition? Facile, pas facile? Tu t'entraînes, enfin, tu t'entraînes beaucoup là-bas? Tu fais des allers-retours avec Perpignan? Raconte-nous un petit peu. Alors voilà, cette transition, elle a mis un petit peu de temps puisque je me suis installée en mars. Voilà, ça a pris, j'ai pas commencé en début janvier. Donc ça a pris un petit peu de temps. Donc c'est vrai que mentalement, j'ai essayé de tenir le coup et de me dire, bon voilà, c'est que 2 mois, on va dire de perdu, mais qu'on va essayer de rattraper. Donc je suis partie en mars. La transition s'est fait assez bien puisque je suis habituée un petit peu à partir, à faire des stages, partir ailleurs quelques jours, quelques semaines. Donc ça m'a pas trop dérangé. Ensuite, pour la partenaire, ouais, ça a été, c'est pas que c'est difficile, mais ensuite, dès qu'on a un petit peu de contact sur l'Espagne et aux alentours, ne serait-ce que des entraîneurs ou des joueurs, qu'on leur explique que voilà, on a le projet de se lancer dans ce circuit professionnel. Les personnes sont vraiment très ouvertes et donnent le maximum pour essayer de nous aider. Donc, voilà, c'est Paola et Garibel qui, Qu'on grosse connaît, hein, qu'on a joueuse. déjà joué, que la France a déjà, ça, la France avait déjà croisé son chemin, il me semble, non? C'est ça exactement à Toulouse. Donc voilà, j'ai eu la chance de la rencontrer au Capitole et en lui expliquant mon projet, elle me dit ben écoute, je pense avoir une joueuse pour toi qui peut te correspondre, avec qui vous pouvez faire de beaux tournois. Donc c'est Diana Silva qui est portugaise. Et, elle me l'a présentée. On a fait notre premier tournoi directement non, c'était un FIP qu'on avait fait avant à Bouriana. C'était notre première rencontre. Et ça s'est super bien passé, très très bien passé. On s'est régalé, on a fait de très beaux matchs. Et ensuite, on s'est dit, bon, ben, c'est parti, on va se lancer sur l'année et on va voir ce que ça donne ensemble. Mais c'est vrai qu'après, c'est assez difficile de trouver des partenaires, mais je pense que dès qu'on a un petit peu de réseau, là-bas, les Espagnols sont vraiment très ouverts et ils font leur maximum pour vraiment nous aider, que ce soit les étrangers ou même s'aider entre eux. Donc c'est vraiment bien. C'est grâce à Paula que j'ai pu rencontrer Diana. Est-ce que tu as déjà une ambition sur le circuit professionnel? Est-ce que aujourd'hui tu es 140e joueuse mondiale? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, si on revient un peu à la normale et que la saison World Padel Tour reprend, tu t'es déjà fixé un objectif ou alors on voit et on verra? Alors oui, moi, avant ce confinement, j'avais des objectifs. C'était d'arriver au moins dans le top 100 sur le World Padel Tour, sur le circuit mondial. Et en France, c'était de maintenir le top 5 et surtout d'intégrer l'équipe de France, qui est vraiment mon plus gros objectif. Donc voilà, ça, c'était mes deux objectifs principaux, que ça soit circuit professionnel et en France. Alors j'ai vu hein, un commentaire, on les lit, hein, vos commentaires, vous avez parlé, alors je ne sais plus qui a parlé de Laura Clerc, et pourquoi tu joues plus avec Laura Clerc? Ah, alors quelqu'un qui doit certainement vous suivre toutes les deux, peut-être que tu le Ah, connais d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, je sais pas, j'ai pas vu. voilà. Je vais faire Donc je attention. crois que c'est Ali Rami Nasserdine donc, qui effectivement nous demande pourquoi tu joues plus avec Laura Clerc. On reviendra hein, sur peut-être la partie Laura Clerc, ce sera la suite des événements avec notamment la partie France et puis les championnats de France. Et là, on reviendra un peu plus en détail là-dessus. Pour terminer sur la partie World Padel Tour, donc là, dès que c'est terminé, tu repars en Espagne, à Barcelone, c'est ça? Oui, alors dès que j'ai des nouvelles, que ce soit pour m'entraîner ou bien même du travail du club, ben, je repartirai là-bas dès que j'aurai le feu vert. Ouais. D'accord. Alors, maintenant, j'ai une question à te poser. C'est une transition hein, entre toi et moi. Hein. Parfois, tu joues Ok. à gauche, parfois, tu joues à droite. C'est même Shan, hein, Shan je- le chef, hein, pas Delmag, hein, il est- Oui. qui m'a dit, c'est vrai que c'est une question peut-être qu'on peut lui poser. Euh, Est-ce que ça y est, tu as trouvé chaussure à ton pied, tu sais où tu veux jouer, c'est à droite que tu te sens la meilleure ou à gauche, tu es encore hésitante? Alors moi, quand j'ai démarré, j'ai fait 2 ans à gauche
Et ensuite, j'ai fait une année juste après. Mon entraîneur a décidé de me basculer à droite, tout simplement parce qu'il me voyait en moi un côté qui était beaucoup défensif. Donc, il a essayé de me mettre à droite aussi pour que j'apprenne ce côté-là. Mais surtout parce qu'il a vu qu'en France, il y avait beaucoup de joueuses, malgré tout, qui étaient à gauche et très peu qui étaient à droite. Donc, il m'a dit, ça peut être un avantage pour toi. Donc, on va essayer à droite. Je me suis très bien habituée, mais j'ai perdu en agressivité en passant à droite. Après, voilà, c'est vrai qu'en France, je joue à droite et en Espagne, sur World Padel Tour à gauche. Après, avec ma partenaire en Espagne, on peut switcher puisqu'elle aussi joue des deux côtés. Actuellement, c'est vrai que j'ai un penchant pour la gauche parce que j'arrive un petit peu plus à prendre le filet, physiquement, j'arrive vraiment à bouger partout. Qu'à droite, je me sens un peu plus confinée. Mais à droite, malgré tout, j'aime bien parce que voilà, il y a beaucoup d'aspects techniques, il y a beaucoup de techniques à aborder. Mais je suis un petit peu plus en défensive et j'ai tendance à moins se prendre le filet. Donc voilà, il y a des bons et du mauvais de chaque côté, mais je dirais une tendance un petit peu plus qui tombe sur la gauche. Une tendance plutôt vers la gauche avec Mélissa cependant. Ta joueuse, hein, ta partenaire, on va justement, tu me files cette perche et je vais la prendre. Aujourd'hui, sur le championnat, sur la partie, sur le circuit français, tu vas jouer avec Mélissa Martin, qui jouait d'ailleurs avec Léa Godalé. Je sais qu'elle nous écoute. Bonjour à Léa, elle jouait jusque-là avec Léa. Tu vas jouer avec Mélissa, qui elle, sur le papier, joue tout le temps à gauche, enfin le plus souvent à gauche. Vous en avez parlé de ce positionnement. Vous avez déjà discuté est-ce que vous allez switcher un peu comme sur le World Padel Tour, on voit alors, plutôt chez les messieurs, c'est vrai, on voit de plus en plus de joueurs changer de côté dans certains matchs, voire parfois sur carrément des sets où on les voit changer de côté, de positionnement. Vous en avez parlé? Alors avec Mel, on va rester comme on est, c'est-à-dire que Mel va être à gauche et moi je serai à droite, comme c'est prévu. Parce qu'après, voilà, même si je suis sur un côté différent France et Espagne, je m'entraîne et j'adapte les entraînements justement pour les deux côtés. Je me suis beaucoup entraînée des deux côtés, pas mal d'années, donc c'est quelque chose qui me perturbe pas trop. Donc non, je suis sereine avec Mel à gauche, elle à gauche et moi à droite, c'est bien. En plus, elle, vraiment la gauche, c'est son côté, donc c'est top. Alors, tandis qu'on a Léa Gonnet qui nous dit que tu aurais dû jouer à gauche alors l'année dernière à Pau, nous dit-elle. Ah. Léa Gonnet dit ouais. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus, peut-être pour les internautes qui ont peut-être vu le message et qui ne comprennent pas? Alors oui, avec Léa, on avait fait un tournoi à Pau et du coup, on savait pas trop qui va à droite, qui va à gauche. Et moi, c'était l'année où je jouais vraiment uniquement à droite. J'ai dit, bon, bah écoute, Léa, va à gauche. Toi, en plus, t'es vraiment puissante, t'es explosive. Donc, elle avait joué déjà quelques fois à gauche. Donc, je lui ai dit, vas-y, on tente le coup et si jamais on voit que ça va pas, au pire des cas, on switchera. Donc, on a joué à gauche et franchement, elle s'est super bien débrouillée. On avait fait de super matchs et elle avait très bien joué. Elle avait très, très bien joué. On s'était régalé. Allez, maintenant, hein, c'est bien que j'aime bien titiller, hein, c'est le face-à-face, je suis pas là pour être gentil. Hein, et bien, forcément, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une ou deux questions qui concernaient les championnats de France. Bah, pour certains, en effet, ils se souviennent de l'année dernière, tu n'étais pas forcément au top. D'ailleurs, tu avais été vraiment franche. Hein. Euh, que s'est-il passé? Parce que c'est une question qui revient par moment. Les championnats de France, où était-elle? Si c'est une joueuse française, elle n'était pas présente lors des championnats de France. On l'a pas vue également, elle n'a pas été sélectionnée dans la Team France de paddle. On savait que c'était l'un de tes objectifs. Euh, et puis il y a eu la blessure de Laura, et puis ensuite il y a eu ta déception, et puis effectivement tu es discrète, hein, mais quand même, néanmoins, tu as le droit d'être discrète, mais tu as le droit de dire aussi peut-être les choses. Alors c'était quoi? Quel était ton ressenti à ce moment-là? Alors, c'est vrai qu'avec Laurent, on avait fait une super saison. Vraiment, à chaque fois sur les P2000, on faisait demi, presque finale. Et donc, c'était une super saison. Et on avait vraiment, donc, pour les France, un objectif clair de viser cette deuxième, voire troisième place, vraiment d'être faire partie des trois premières paires. Et après, voilà, c'est vrai que Laura s'est blessée quelques jours ou quelques semaines, je sais plus avant. Elle m'a annoncé que voilà, elle ferait son maximum pour malgré tout participer aux France. Et il s'avère que quelques jours avant, ça s'avérait compliqué. Donc c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment dur à accepter mentalement.
parce que voilà, j'ai donné le maximum toute l'année, tout ça. Après, bon, c'est pas, elle y peut rien. Elle s'est blessée, c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc c'est vrai que pendant quelques jours et même en voyant les France, c'était mentalement, je l'avais dur. J'ai presque même pas regardé. Je suivais rapidement les scores, tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu dur, mais après, bon, il faut l'accepter. Il faut se dire que j'ai beaucoup d'années devant moi, que c'est le début, je suis jeune. Donc après, c'est passé assez facilement. J'avais beaucoup de personnes aussi qui me soutenaient. Laura aussi a fait son maximum pour malgré tout me soutenir, etc. Donc voilà, après j'ai rapidement passé l'éponge, mais j'étais déçue par la suite. Donc suite à l'annonce pour l'équipe de France, pardon. Parce que voilà, je m'attendais. Mon objectif l'année, c'était vraiment d'intégrer l'équipe de France. Et c'est les France clairement qui m'ont coûté cette place, puisque c'est Patrick Fouquet en fait qui clairement me l'a dit. Voilà, c'est les France qui t'ont coûté cette place, donc je m'en doutais, puisque voilà, c'est quand même un passage important pour intégrer l'équipe. Donc je l'ai accepté malgré tout. C'est pas sa faute, c'est comme ça. Voilà, il faut participer aux France pour vraiment ben, décrocher sa place. Donc, c'était une décision aussi difficile parce que je me suis dit, mince, j'ai raté quelque chose ou je me suis pas assez donné ou j'ai raté quelque chose. Mais bon, c'est comme ça, c'était la décision qui a été prise. Voilà, maintenant, 2020, c'est une nouvelle année, ça démarre. Moi, j'ai de nouveaux projets, il y a tout qui repart à zéro, je remets tout à zéro. Et voilà, donc que du meilleur maintenant pour les années à venir. Il Alors, faut laisser passer. bon, alors, bon, je rigole, hein, évidemment pas par rapport à ça, puisque c'est plutôt une période malheureuse, mais parce que, bon, écoute, je te le dis, hein, on a les internautes qui nous disent, qui te disent quel bel gosse par ici, hein, et puis il y a quelqu'un qui dit, t'es en retard, genre, je sais pas, il y a une discussion, je sais pas si tu les connais, mais en tout cas, voilà. Bon, Oui, je on les va vois. poursuivre là-dessus. Alors, pour poursuivre sur les questions intelligentes, il y en a un qui en a posé Oui. une et qui est plutôt, c'est est-ce que tu lui en veux à Laura Claire? Ben, c'est vrai que j'ai pas osé être aussi direct, mais on va, bah, écoute, j'en profite puisqu'il s'agit d'une question plein dans le mille. Allez, sans langue, c'est pas ton habitude d'être une langue de bois. On sait que tu as été frustré. Est-ce que tu en veux, ou en tout cas, est-ce que tu en veux à quelqu'un, s'il faut en vouloir à quelqu'un, sur cette période un peu compliquée où finalement, bah, tu n'as pas pu aller au bout de ses objectifs, alors que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu avais pourtant fait une très bonne saison jusque-là. Alors oui, c'est vrai que j'en ai voulu pendant quelques temps à Laura, je vais pas le cacher, c'est vrai. Pendant quelques jours où j'étais encore ben, vraiment sur ce fait-là, sur cette décision, sur l'annonce qu'on m'avait faite. Donc j'en ai beaucoup voulu. Après voilà, on s'est appelé, on a discuté. Donc pour essayer voilà de comprendre clairement les choses et de se mettre d'accord, etc. Donc après voilà, ça s'est calmé. Ensuite, quant aux décisions qui ont été prises pour l'équipe de France, c'est vrai que j'en ai voulu un petit peu, moi personnellement. Après, j'ai pas expliqué ça devant tout le monde, mais j'en voulais vraiment un petit peu à l'ancien sélectionneur parce que voilà, j'avais fait une belle saison. Après, il tenait un petit peu des propos, des fois qui divergeaient un petit peu, donc je savais pas trop où me positionner, quoi penser, donc c'était assez difficile. Mais je me doutais bien que les France allaient écouter cette place. Donc après, voilà, il a pris sa décision. C'est comme ça, il faut accepter. Ça a pris quelques temps vraiment où j'ai pas digéré. Mais après, voilà, il faut se dire qu'il y aura d'autres années. Je suis en pleine progression. C'est pas cette année-là qui allait vraiment tout changer. Donc, de toute façon, je me laissais, dès que j'ai démarré le paddle, à partir après de 2018, je me laissais vraiment 2 3 ans pour atteindre cet objectif d'entrer dans l'équipe de France. Donc, euh, donc voilà, j'ai accepté la chose assez rapidement, mais c'est plutôt dans le fait de dire les choses et de faire les choses que j'ai eu un petit peu plus de mal à accepter. Alors, tu as dit, il y a eu un échange entre Patrick et moi, et puis j'ai eu un peu de mal, on va dire, à encaisser cette non-sélection. Euh, et sans aller peut-être dans le détail sur les mots, allez, qu'est-ce qui a fait que dans son discours, semble-t-il, hein, d'après ce que nous comprenons, qu'est-ce qui a fait que c'est pas passé? Quels ont été les mots? Tu as dit, c'est parce que tu n'as pas joué les championnats de France que tu n'es pas sélectionné. C'est cela? C'est la raison? Ou est-ce qu'il a dit autre chose? Et que c'était peut-être parce qu'il y avait déjà du monde à droite ou du monde. Enfin, quels ont été le discours à ce moment-là?
Alors oui, le fait de ne pas avoir fait les France était une des choses pour lesquelles je n'ai pas été prise. Après, c'était aussi du fait que voilà, je manquais aussi en agressivité, je manquais peut-être en expérience aussi par rapport aux autres joueuses qui, elles, sont sur le circuit professionnel depuis quelque temps déjà. Voilà, c'était ce qui revenait, mais surtout que je manque en agressivité, etc. Donc, je me suis dit, bon, ben écoute, je l'ai accepté parce que c'est vrai que c'est quelques défauts, c'est un défaut que j'ai. Après, je me suis dit, bon, malgré tout, j'ai 21 ans. Pour moi, faire une entrée en équipe de France, ça serait aussi prendre en expérience dans ce milieu-là. Euh, donc j'ai été un petit peu, j'étais un petit peu déçue du fait de pas avoir ma chance pour vraiment prouver ce que je donnais quand il était encore là. Donc c'est là aussi où je suis un petit peu déçue, mais voilà, c'était ces raisons-là étaient les principales raisons pour lesquelles je n'ai pas été prise. Alors, évidemment, tu étais ravi pour Thomas Legge. Thomas Legge a été sélectionné, lui aussi, c'est un jeune joueur. Il a participé d'ailleurs au championnat des jeunes l'année dernière, championnat des jeunes mondiaux en Espagne. Et puis, il a été sélectionné chez les messieurs également ensuite pour poursuivre son aventure dans l'équipe de France. Mais cette fois-ci, chez les messieurs, c'était à Rome, pour les championnats d'Europe. Et on se souvient des mots des sélectionneurs qui expliquaient, de la FFT, qui expliquaient qu'effectivement, ils voulaient pousser les jeunes et les mettre en avant. Quand tu as vu effectivement ce qui s'était passé chez les messieurs, et peut-être ce qui ne s'est pas passé chez les dames, tu as trouvé ça normal, pas normal. Est-ce que ça aussi, ça fait l'objet d'une discussion? Alors ouais, Thomas, il méritait vraiment amplement sa place. Il est jeune, il est super talentueux, donc j'étais super contente pour lui. Et après, c'est vrai que moi, du coup, de mon côté, chez les filles, je me suis dit, ben, mince, quoi. Je suis jeune, je veux montrer, voilà, que j'ai envie, que je veux progresser, j'ai de la progression, etc. Et bon, il m'a pas appris. Je pense qu'il a préféré peut-être rester sur des filles sur lesquelles il connaissait leur jeu, où il était peut-être sûr, parce que moi, voilà, je suis jeune, donc peut-être que je peux encore avoir des hauts et des bas dans ce qui est les matchs et peut-être mentalement aussi. Donc peut-être il était hésitant sur ça et a préféré prendre une joueuse qui vient du tennis, qui malgré tout voilà a cette habitude des compétitions, de gérer tout ça. Donc c'est peut-être pour ça, je sais pas. En fait, je réellement là pourquoi je ne sais pas trop si c'est dû à l'âge ou pas. Après, c'est vrai que j'avais fait déjà 2 stages d'équipe de France euh, où il m'avait aussi. Enfin, je savais clairement que j'étais trop jeune, donc que je pouvais pas intégrer l'équipe. C'est ce qui m'avait été dit. Mais après, bon, je pense qu'il faut aussi laisser la place aux jeunes qui arrivent, de leur donner une chance pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent donner et leur permettre de gagner en maturité, de prendre confiance. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et j'ai été déçue ouais, de ne pas avoir ma chance sur ça. Mais voilà, maintenant, je pense que ça va changer. Donc il faut aller de l'avant. Alors, je vois, il y a quelques commentaires. Hein, bon, il y en a qui me posent des questions sur ta tenue, d'autres qui se disent que. Bon, moi, je rigole un petit peu, mais qui disent qu'il faut arroser les plantes derrière. Ah Bon, oui. alors, on va poursuivre plus sur toi. Tu l'as dit, hein, plutôt une joueuse discrète. Et tu as dit, si c'est pour m'exprimer, ben, je vais avoir le temps et j'ai envie d'argumenter. D'ailleurs, c'est ce que tu fais très bien depuis le début de notre interview. Et bien, justement, euh, qu'est-ce que tu penses du paddle français sous deux aspects? D'abord, évidemment, le paddle féminin. Qu'est-ce que tu en penses? On sait que, bon, tu as pas mal de choses, d'idées, et puis aussi de choses à dire à ce sujet. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu penses du paddle en général? Comment on peut essayer de mieux le développer? Quelles sont tes idées à ce niveau-là? Alors, c'est vrai que pour les filles, c'est encore un petit peu compliqué de le développer. Euh, il y a en grande partie, ce sont des filles qui peut-être veulent se diriger vers du loisir, qui font des compétitions, mais malgré tout, qui sont orientées vers le loisir. Mais il faut pas oublier aussi les filles, une grande partie aussi qui font des compétitions et qui malgré tout veulent arriver à un certain classement, à un certain niveau au niveau français. Et je pense qu'il manque quelques tournois. Les tournois femmes diminuent par manque de participantes. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y en a beaucoup qui attendent ça. Et pour les joueuses aussi qui ne peuvent pas faire les circuits professionnels,
C'est quelque chose d'important pour elles. Donc ça serait, ouais, ça serait une partie à développer. Mais maintenant qu'il y a beaucoup de tournois hommes auxquels on peut participer, ça aussi, ça a fait que les tournois femmes diminuent, je pense aussi un petit peu. Ensuite, pour développer le paddle en général, bon, voilà, il y a déjà beaucoup de tournois. Ils essayent de mettre en place des événements, de plus en plus d'événements, que ce soit les Open de France, sur les places publiques. Sur les P2000, maintenant aussi, il y a des places publiques. Donc, c'est quelque chose vraiment qui permet une promotion énorme du paddle. Après, je pense que ça sera avec le temps et avec les moyens que des événements pourront, et des idées pourront émerger. Euh, et voilà, il faut laisser le temps, il ne faut pas se précipiter. Mais pour les femmes, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir un petit peu plus de tournois. Un peu plus de tournois. Alors, forcément, j'ai envie de te parler du nouveau règlement qui a été mis en place par la FFT, qui a été même applaudi par beaucoup de joueurs, alors d'autres peut-être un peu moins. Ça concerne les tournois de paddle messieurs, même les tournois de paddle mixtes. Aujourd'hui, un petit peu comme au squash, d'ailleurs c'est une idée qui vient du squash, les joueurs de paddle, les joueuses de paddle peuvent participer à des tournois messieurs. Alors, il y a des messieurs qui ont dit: ah, c'est compliqué, moi, je n'ose pas jouer contre une dame. Des filles qui ont dit: ah, c'est top, mais en même temps, j'ai pas envie de m'en prendre une dans la figure parce que les messieurs, ils sont très maladroits et elles ont raison. On a du mal Et à savoir au final si c'est bien ou pas bien. Qu'est-ce que t'en penses quoi, toi? alors, les tournois messieurs, c'est très, enfin, moi, je trouve ça bien parce que d'un côté, pour nous, quand on arrive à un certain niveau, ça fait de beaux matchs d'entraînement. Donc, c'est vraiment sympa parce qu'après, en général, on n'a pas trop l'occasion, enfin, ça dépend des personnes, mais généralement, on n'a pas trop l'occasion de pouvoir jouer avec les gars, puisque voilà, ils veulent jouer entre eux, ou alors les filles, c'est un petit peu plus bas. Donc, les tournois, ça permet de faire des matchs d'entraînement. Après, c'est sûr qu'il y a des risques de prendre des balles perdues. Voilà, j'en ai pris pas mal d'ailleurs. Ça fait mal. Mais c'est des risques, mais je pense que c'est. Après, voilà, pour nous, à un certain niveau, c'est bien. Mais il faut penser à ces filles qui peut-être démarrent, peut-être ont des niveaux intermédiaires, qui ne peuvent pas forcément y participer parce que c'est assez élevé. Et c'est à ce moment-là que le manque de tournois pour ces femmes-là ben, est un manque, est en perdition et auquel il faudrait peut-être remédier. Parce qu'après, c'est une bonne idée pour nous de pouvoir jouer, mais il faut penser aussi aux autres filles qui sont un peu plus bas sur l'échelle et essayer d'en faire pour tout le monde, quoi. Essayer de mettre en place des choses un petit peu pour tout le monde. Est-ce Après, il que y a des tournois intermédiaires hommes, mais voilà. quand tu dis tournoi messieurs et auquel tu souhaites participer, tu parles tu parles, tu parles de quel type de tournoi et tu il y a des filles qui disent, des joueuses, hein, qui disent c'est la fin des tournois dames avec la mise en place des tournois messieurs. C'est vraiment ton avis? Alors moi, pour la première question, avant de partir en Espagne, donc comme il y avait beaucoup de tournois ici hommes, du coup, je faisais beaucoup tout ce qui est P500 et P250, je crois, puisque les P1000, on peut pas. Je faisais beaucoup ça. Après, je faisais des intermédiaires un petit peu pour jouer avec des amis avant de partir. Et donc, je faisais beaucoup ces tournois-là. Et du coup, je me rappelle plus de ta deuxième question. Non, 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 je me demandais si par rapport au tournoi messieurs, si par rapport au tournoi messieurs, Ah oui. vas-y, vas-y. Oui, alors du coup, ouais, les tournois messieurs, donc ça, je pense que c'est un petit peu à l'origine de cette diminution de tournois femmes. Mais malgré tout, il faut quand même faire cette distinction entre les filles, entre les femmes et les hommes, parce que les hommes ont malgré tout beaucoup de tournois à échelle différente, c'est-à-dire que ça soit des 100 au P1000, il y en a vraiment beaucoup. Donc il faut quand même penser aux femmes et je pense essayer de créer des événements ou créer des choses pour amener un petit peu plus de femmes, solliciter les femmes et qu'on se retrouve à plusieurs sur quelques tournois. Ça serait sympa pour l'évolution du paddle, montrer que ben, il y a les hommes, il y a aussi les femmes malgré tout. Et pour les clubs aussi, ben, avoir une diversité de hommes-femmes, ça serait bien. Parce que malgré tout, dans les clubs, on voit beaucoup d'hommes aussi. Et peut-être que ça fait un petit peu peur aux femmes d'arriver dans un monde, enfin dans un monde non, mais dans un club où il y a beaucoup d'hommes, où le niveau est forcément élevé, ça peut bloquer un peu. Donc voilà, il faut trouver des choses pour que ces femmes-là prennent confiance et viennent sur les tournois et qu'on soit un petit peu plus nombreuses et que ça permette de créer de développer des tournois femmes. Allez, on va continuer, on va aller sur la côté un petit peu, allez, c'est notre dernière partie.
cette partie un petit peu inside pour taquiner, pour t'embêter également. Tu sais bien que j'aime bien ça. Et là, j'ai mis David Matteo. Alors là, j'embête pas du tout. Hein. Pourquoi? Parce que et voilà. Parce que je crois que c'est un copain. Je crois qu'il a un circuit très sympa dans le sud de la France. On dit quand même que ce circuit risque d'évoluer très largement dans les semaines, mois qui viennent, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire. Quelles sont vos relations? Est-ce que ces initiatives lui permettent au tournoi d'âme, je sais qu'il en fait un certain nombre, d'évoluer également et de se développer. Comment tu le conseilles? Alors, David fait très bien son travail. Je pense il a énormément d'idées, il a énormément de contacts. C'est un circuit qui est enfin, oui, qui est récent ici dans notre région et ça a permis un développement énorme dans la région puisqu'il y a beaucoup de participants. Il fait complet à tous les tournois. Il est obligé même de rajouter des places, etc. Donc, c'est vraiment énorme. Moi, j'essaie de l'aider dans le sens où c'est toujours pareil. Les femmes, c'est très compliqué à faire venir sur les tournois. Donc, j'essaye de motiver aussi des femmes ou même des joueurs, que ce soit hommes qui débutent, de motiver ces gens-là pour se lancer, pour faire au moins un tournoi, voir ce que ça donne un petit peu. Donc, c'est plus dans ce côté-là, puisqu'après, bon, les joueurs qui ont un certain niveau viennent par eux-mêmes. Après, c'est surtout voilà, ces gens-là que j'essaie de motiver, surtout dans la région, puisque les tournois se déroulent dans la région. Les motiver, lui apporter du monde et voilà, commencer par la région, essayer de développer ça aussi dans la région. C'est déjà pas mal, faire venir des femmes d'ici, puisque malgré tout, on a la chance d'avoir beaucoup de femmes ici dans la région qui jouent, mais voilà, il faut les faire venir sur les tournois, il faut les motiver, il faut montrer qu'il faut pas avoir peur, que même s'il y a des bonnes joueuses, ben, on s'amuse toujours. Donc, c'est sur ça qu'il faut faire passer. Donc, j'essaye comme je peux de lui apporter ces personnes-là, ces joueurs-là. Mais D'accord. après, pour le reste, il se débrouille très très bien et je pense que ça va Qui se prendre une dimension débrouille, énorme. notre cher David, qui se débrouille. Qui Ouais. se débrouille. Bon, on va continuer sur les petites questions. Par exemple, j'en ai une autre. Tu as parlé tout à l'heure de points faibles, points forts, de discussions d'échanges que tu avais eu avec Patrick Fouquet, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de paddle. Et donc, effectivement, l'un des points qui a fait que tu n'as peut-être pas pu participer au championnat d'Europe de paddle dames, c'était ton manque de puissance. Et il se trouve que je sais que tu es la reine de l'haltérophilie, que tu fais beaucoup de choses, beaucoup de physique. Ce sont justement, raconte-nous un petit peu tes péchés mignons pour, on va dire, acquérir peut-être plus de muscles et taper plus fort. Alors ouais, l'agressivité, c'est quelque chose qui me manquait au paddle, qui me manque encore un petit peu et que je travaille l'année dernière surtout, parce que voilà, j'étais passée à droite et je me suis un petit peu plus restreint à droite. Donc j'ai perdu cette agressivité. Après, tout au long de l'année, voilà, j'ai passé une formation où je faisais beaucoup d'haltérophilie, je faisais beaucoup de muscu et de crossfit. Donc c'est vrai que ça permet de développer une puissance et une masse musculaire, mais malgré tout, il faut faire attention à ça puisque ça demande à soulever, à faire des exercices avec des charges importantes et il faut pas que soulever ces charges me tasse aussi. Il faut quand même que je garde en explosivité. Donc ça ne m'a pas gêné, mais c'est plutôt par rapport au côté. Du coup, je me suis un petit peu restreint puisqu'après, bon, dès que j'ai les balles, j'envoie quand même. Mais c'est vrai qu'en Espagne, pour avoir joué en Espagne à gauche, je sentis vraiment la différence en pratiquant ces sports-là, mais plus en étant à gauche. Voilà. Après, à droite, je le travaille, c'est en cours, même pour la gauche aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est un travail qui est en cours et il faut que je progresse encore un petit peu là-dessus. Mais je sais que c'est un de mes points faibles, mais ça va évoluer, ça va progresser. D'accord. Allez, on va parler de dernière question. On va sortir un petit peu du champ du paddle. J'ai vu que sur les commentaires, il y en a qui s'en foutent de toi, faut croire. Hein. Je sais pas, tu as un fan club en tout cas. Ouais. Tu le sais, hein, je pose souvent ces questions à la fin des interviews, à savoir, eh bien, voilà, là en ce moment, euh, quels sont tes goûts, par exemple, tout ce qui est sur Netflix, il y a des choses que tu regardes en particulier? Alors oui, j'aimais bien la Casa de Papel, c'est ce qui revient beaucoup. La Casa de Papel, j'aimais bien. Et ensuite, j'étais en ce moment sur. Alors, je vais pas le faire avec l'accent anglais parce qu'il est médiocre, mais c'était Les 100, The Ah, 100, ou je sais pas comment on dit. d'accord. Bon, Oui.
ça c'était pas mal et après je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait Prison Break, bon voilà des petites séries comme ça, bien sympa. Mais là je l'ai délaissé un peu, mais ça va revenir très Est-ce vite. que, tiens, on parlait tout à l'heure de Paddle Shadow. Est-ce que tu es une lectrice? D'abord, est-ce que tu es une lectrice? Et deuxièmement, est-ce que tu lis quelques livres de paddle? Je sais qu'il y a Mito Brea qui a sorti il y a un moment maintenant un bouquin avec aussi un bouquin avec Cédric Carité et Alain Henry, deux bouquins d'ailleurs qui n'ont rien à voir, l'un qui est plutôt technique, mais peut-être que tu as passé ce cap, puisque ça s'adresse plutôt à des joueurs qui s'initient, même si on, voilà. Et puis tu as aussi un livre qui est celui de Mito Brea, qui parle plutôt de stratégie, de coaching. Ce sont des bouquins que tu lis actuellement ou que tu vas lire? Alors moi je ne lis pas, Ah, clairement je lis pas, je lis simplement sur Internet. Je lis beaucoup, que ce Paddle soit des Magazine. articles ou même... Ouais. Il n'y a pas de magazine dedans Ah, d'ailleurs. bon. Mais je lis beaucoup d'articles, tout ce qui concerne la préparation physique, la musculation, voilà, tous ces domaines-là, le CrossFit. Je m'intéresse beaucoup à ça, donc je le lis plutôt plus sur Internet. J'ai aussi quelques livres. Après, tout ce qui est paddle, j'ai pas lu de livre encore sur ça, mais pourquoi pas regarder un petit peu tout ça. Ça peut être que bénéfique. Mais je suis plus basée, ouais, sur tout ce qui est livre, préparation physique, même mentale, toutes ces choses-là, ça m'intéresse, ouais. Allez, on va parler de dernière question. Question qui rejoint une autre qui est arrivée un peu plus tôt. C'est une question, allez, pas polémique, mais à un moment donné, il y a une personne qui a dit tu es une jeune joueuse, ce qui est le cas. Tu, tu as joué, tu as débuté le paddle il n'y a pas si longtemps que ça, je crois en 2016, et puis tu as accéléré ces 2 dernières années. Comment on fait sa place lorsqu'on est une jeune joueuse et surtout, c'est que, voilà, par moment, parfois on peut dire que dans le paddle, ça manque d'humilité. Je sais que ce sont des mots qui, parfois, tu as pu employer de manière très directe et de manière en même temps très simple. Pourquoi dis-tu cela? Alors moi, quand j'ai démarré le paddle, c'est vrai que au début, j'étais juste comme ça, je faisais quelques compétitions, donc j'essayais de voir un petit peu comment ça se passait. Euh, Après, j'ai vu qu'aussi c'est quand même un milieu où malgré tout, il y a quand même des personnes qui déjà ont pas un certain âge, mais voilà, qui ont minimum 22, 23 ans. Donc c'est pas un sport où, bon, après c'est un niveau adulte, mais c'est pas un sport où il y a beaucoup de jeunes. Donc je me suis sentie vraiment enfin, je me suis fait toute petite, quoi, parce que je me suis dit, voilà, il y a des personnes d'expérience qui sont devant toi, qui jouent. Donc vraiment, j'avais du respect en fait pour eux et donc je faisais pas de bruit en fait. Je restais à ma place, je restais où j'étais. Après, c'est vrai que en évoluant, il faut savoir aussi faire, je pense, son petit nid. Il faut savoir faire sa place, il faut savoir trouver sa place. Mais cela, voilà, cela en essayant de rester toujours humble, de rester correct, franche, parce que c'est vraiment des valeurs qu'il faut pas perdre. Alors malgré tout, voilà, c'est un milieu où c'est très compétition, où chacun veut donner le meilleur de soi, mais il faut quand même, voilà, garder toutes ces valeurs-là. Euh, donc voilà, ça, il faut faire attention. J'essaie moi aussi, voilà, en voyant un petit peu tout ce qui se fait, en voyant déjà les joueurs qui sont devant moi et même ailleurs en Espagne et avec les entraîneurs aussi, de prendre ces expériences-là, de voir un petit peu ce qui se fait et j'essaie, voilà, je suis discrète, mais j'essaye aussi de rester humble dans tout ça et de rester correct parce que c'est quelque chose après que les gens ressentent, les gens sur le bord, que ce soit même les entraîneurs ou les autres joueurs, ça, on le ressent. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est des valeurs assez importantes. Ouais. Allez, dernière question, c'est Felipe Mazerès et puis Lucas qui nous demande, parce qu'on avait déjà un petit peu parlé, quel était ton niveau au tennis? Est-ce que tu viens du tennis? Est-ce que ce sont des sports qui t'ont aidé? Euh, Alors moi, je viens du tennis, j'en ai fait de l'âge de 6 ans à 12 ans, je crois, à peu près 6 ans. J'étais au maximum 15-4, donc c'était pas extraordinaire. Et j'ai tout simplement arrêté parce que j'avais pas d'objectif là-dedans, donc j'ai arrêté. Je suis passée par le handball pendant un an. Et ensuite, avant ça, j'ai fait du badminton aussi pendant des années où j'ai failli intégrer le pôle espoir de badminton, pôle français. Mais comme j'étais encore assez jeune et quand même qu'il y avait l'école, bon, mes parents ont préféré me laisser à l'école quand même. Il faut pas abuser. Donc j'avais eu cette opportunité. Je suis passée par le squash
pendant quelques années aussi. D'ailleurs, avant de commencer le paddle, j'étais encore au squash. Donc, le tennis, ça aide pas mal. Après, voilà, il y a quelques gestes, quelques petits points techniques qu'il faut savoir mettre de côté. Parce que malgré tout, le paddle, il faut aussi le différencier de ce sport-là. Il faut qu'il devienne indépendant un petit peu. Mais voilà, ça m'a aidé un petit peu dans le fait des positionnements un petit peu, des gestes. Mais voilà, ça change beaucoup. Donc, il faut pas rester vraiment sur le tennis, sur les gestes techniques en lui-même. En eux-mêmes. Allez, écoute, ma chère Fiona, allez, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein, Bader qui nous pose la question si tu serais prêt à rejouer avec Laura. Alors, il parle de l'équipe de France au vu de ce qui s'est certainement, enfin, de ce qui s'est passé au vu de la mésaventure de l'année dernière. C'est vrai que c'est peut-être une question que peuvent se poser des joueurs, même des acteurs ou des fans. Oui, non. Pourquoi pas, on ne sait pas de quoi après l'avenir est fait. Ça peut arriver. Voilà, c'était une année où ma foi, ben, c'était la faute à pas de chance, puisque voilà, il y a eu cette blessure. Après, non, elle va pas se blesser non plus toutes les années. Puis à ce moment-là, je pense pas, j'espère quand même, parce que sinon ça serait pas top. Mais après, pourquoi pas, on sait pas de quoi l'avenir est fait, donc tout peut arriver. Je sais pas, on verra. Bon, ah ben écoute, ce sera le mot de la fin. Fiona, bah, merci beaucoup pour cette interview. Vraiment, c'était très sympa d'avoir accepté notre invitation. J'espère à tous que vous avez apprécié bah, écoutez, ses réponses et sa franchise, mais ça ne nous étonne pas. Je vous rappelle qu'il va y avoir The Black Friday, The Black Thursday, hein, pardon pour mon anglais, pour mon accent, avec un jeudi très très chaud, puisqu'on commencera avec une interview dans le face-à-face à 18h avec, évidemment, sur Instagram, avec Arnaud Clément, joueur de paddle, tu sais, 50e joueur français, ancien numéro 10 mondial de tennis, qui s'investit de plus en plus dans le paddle via plein de choses. Et puis ensuite, on switchera avec Robin Aziza sur sa page Insta et également sur la page Paddle Magazine avec, je crois que j'ai le droit de dire, d'après ce qu'on vient de me dire, David Goffin, joueur de tennis belge, un top player. Donc à 19h, donc 18h Arnaud Clément et on enchaîne ensuite à 19h. Ça fait un joli programme, ma chère Fiona. On y sera en tout cas. Hein, on y sera. On y Bon, sera. On y sera. eh bien, super, je t'embrasse. Un gros bisou à toute la famille, à ta famille et à Chantal, évidemment. Et, et puis je te dis à très vite et puis bonne chance pour le retour sur la piste dès que ce sera possible. Merci à toi, Franck, c'est très gentil et de gros bisous. Ciao, salut, merci à Merci, tous. Franck, Ciao, des bye. bisous. Bisous.